Mesdames, Messieurs, bonsoir. En tant que coordinatrice scientifique de la Maison des sciences de l'homme, je suis heureuse de vous souhaiter la bienvenue à notre événement de rentrée. Donc la Maison des sciences de l'homme, pour celles et ceux qui ne connaissent pas en deux mots, a été créée par l'Université de Liège en 2013, il y a 5 ans, et elle œuvre au rapprochement entre différents mondes et différents modes de savoir et d'action. Elle propose, si vous voulez, aux citoyens et aux chercheurs des espaces de réflexion et d'engagement où les points de vue peuvent circuler, s'échanger et s'enrichir. Je suis donc particulièrement touchée de constater une présence forte et surtout une présence de personnes issues tant du monde universitaire que du monde associatif et militant. Ce n'est pas anodin en cette période d'extrême sollicitation, et ceci me paraît non anodin aussi en cette période où nos engagements sont particulièrement questionnés et mis à l'épreuve. Ceci, enfin, me laisse penser que les combats et réflexions portés ici devront bientôt trouver un horizon concret d'action. C'est peut-être à cela que va nous inviter bientôt Christine Mailly, ou à tout le moins à une mise en perspective des possibilités de cette action. En tout cas, Christine, merci d'avoir accepté notre invitation. Enfin, avant de laisser la parole à toi, Christine, je souhaite transmettre le micro à quelqu'un qui, on ne le sait pas nécessairement, est très attaché à ses combats à travers son parcours de formation et qui, je ne crois pas me tromper, se réjouit de te présenter plus en détail et d'ouvrir cette nouvelle saison de la Maison des sciences de l'homme. Il s'agit du professeur Didier Vrunken, vice-recteur à la citoyenneté, aux relations institutionnelles et internationales, co-directeur de la Maison des sciences de l'homme. Monsieur le vice-recteur, la parole va vous être donnée dans un instant, une brève parole d'introduction. Merci également de votre présence. Je tiens encore à vous dire 2 dernières petites choses. C'est que quelqu'un qui aurait souhaité être là ne peut malheureusement pas nous rejoindre dans l'immédiat, mais arrivera en cours de soirée. Il s'agit de notre recteur Albert Corret, qui vous salue, nous salue. Et je tenais aussi à préciser, mesdames, messieurs, que puisqu'on souhaite à la MSH que la parole circule, je vous invite d'ores et déjà à préparer vos questions. Un temps d'échange suivra la conférence, d'abord dans cette salle, ensuite à l'espace Uliège Opéra où nous vous emmènerons, et cet échange pourra se poursuivre de manière plus conviviale autour d'un verre de l'amitié que nous offrons à l'occasion de notre rentrée de la Maison des sciences de l'homme. Vous êtes chacun et chacune les très bienvenus à ce verre. Je nous souhaite une très bonne soirée. Monsieur le vice-recteur, la parole vous est laissée. Bien, bonsoir à tous et à toutes. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de cette, je crois que Rachel l'a déjà souligné, cette 6e saison de la Maison des sciences de l'homme. Le temps passe vite. Et nous avons ce soir le plaisir d'accueillir Christine Mailly, qui est notre toute jeune et récente docteur honoris causa, puisque nous lui avons remis les insignes de docteur honoris causa il y a, j'ai envie de dire quelques semaines, mais c'est même quelques jours. Je crois qu'elle ne s'en est toujours pas remise. Et nous non plus. Nous non plus, parce que je vais vous avouer que ce fut vraiment une cérémonie qui, à mon avis, restera dans les annales de cette institution et qui fera date, je crois, dans l'histoire de l'université. Et surtout qu'elle n'était pas seule. Christine, tu as reçu les insignes de docteur honoris causa à côté d'Hassan Jarfi, le père d'Hassan Jarfi, et du docteur Mukwege, qui, entre-temps, comme vous le savez, a été primé, a reçu le prix Nobel de la paix avec Nadia Mourad, cette femme extraordinaire, et donc j'aurais envie de dire quelle belle promotion qu'est celle-là. Alors, il est d'habitude d'un peu présenter rapidement notre orateur à l'occasion de notre cérémonie de rentrée académique. Et j'aurais envie de dire, Christine, je ne me suis pas foulé cette année. En fait, je vais reprendre ce que le recteur a dit,
je lui ai demandé de m'envoyer une partie de son discours et je vais te le relire. Comme ça va te remettre un peu dans le bain, parce que ce jour-là, je ne suis pas certain que tu aies tout écouté. Et puis je te rassure, on laissera de côté les toges, les pitoges que tu as reçus, le diplôme, la belle médaille, enfin, et tout le tralala. Et puis, rappelle-toi en fait ce qu'il a dit. Et rappelle-toi que cette cérémonie était consacrée au thème des violences, à l'occasion. Violences faites aux femmes, violences faites aussi aux homosexuels et violences à l'heure actuelle faites aux pauvres. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? Et d'emblée, le recteur a précisé les choses en disant ceci: vivre des conditions de pauvreté ou d'appauvrissement dans la longue durée provoque le développement de comportements de survie qui créent des habitudes de vie liées à la privation, à l'ignorance, à l'isolement, au fait de se vivre à côté du système. Cela conduit à la désaffiliation progressive et souvent de plus en plus intense. Et finalement, se développe ce que d'aucuns nomment, tu n'y crois pas, on en a discuté, la pauvreté générationnelle. Car la pauvreté générationnelle n'est ni une fatalité, ni génétique, elle s'installe malheureusement, insidieusement, de façon profonde. Et donc c'est contre cette violence insidieuse que nous redoutons et ne voulons pas voir que lutte Christine Mailly depuis de nombreuses années. Elle donne une voix et surtout de la dignité à ces personnes privées de beaucoup, si pas de tout. Christine Mailly a des convictions, et on les entendra, que nous partageons pleinement à l'Université de Liège, celle d'une société plus collective et consciente de l'enrichissement par l'intégration des différences et la prise en compte des minorités. Assistante sociale de formation, c'est dans l'action socioculturelle que Christine a puisé ses convictions et son engagement. Pour Christine Mailly, culture et social sont indissociables, c'est lié à ton parcours, et l'éducation permanente est la clé de voûte. Son travail sur le terrain, dans les associations et les centres culturels, a toujours mis en avant les actions de formation et d'émancipation par l'alphabétisation, les processus de création culturelle par les populations, l'expression des jeunes, l'accès à la littérature. Elle est convaincue qu'il est indispensable de faire évoluer la société vers plus d'équité pour enrayer les phénomènes de pauvreté, raison pour laquelle Christine Mailly s'est investie dans le fameux réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Elle en est l'actuelle secrétaire générale après l'avoir présidé. En 2005, Christine Mailly a reçu le prix Bologne-Le-Maire de la Wallonne de l'année, ça je ne le savais pas. En 2012, elle est élevée au rang de chevalier du mérite wallon. Et donc aujourd'hui, ce jour-là, elle reçoit les insignes de docteur honoris causa de l'Université de Liège. Cela ne va évidemment pas changer la situation de la pauvreté dans notre pays, mais à travers cette nouvelle mise à l'honneur, l'Université de Liège veut souligner les effets de la précarisation de nos populations. Et il ajouta, ce doctorat honoris causa de l'Université de Liège, le privilège de vous décerner, Madame Mailly, est aussi l'occasion de rappeler le rôle émancipateur de l'éducation et de la culture. Alors Christine, on pourrait peut-être se poser une question un peu provocante. Le fait qu'une université ait choisi de te mettre à l'honneur, c'est bien sûr honorable. Et pour toi, je suppose, et pour nous. Mais n'était-ce pas aussi une manière de se donner bonne conscience et en quelque sorte de se dédouaner face à un problème finalement qui est confiné aux plus pauvres, à des populations qui nous sont en quelque sorte distantes et peuvent apparaître exotiques aux universités et aux classes moyennes en général. Alors, on pourrait dire que ce n'est pas le core business de l'université. Alors, avant de te céder la parole, je voudrais dire quand même à mon sens, il n'en est rien. Je crois que la question de la pauvreté en Wallonie, particulièrement, est une question préoccupante. Ce n'est pas toi qu'il faut convaincre. J'ai vu que Christine Minguet de l'IWEP était dans la salle, me semble-t-il. Ça fait quand même, c'est une estimation, 21,2% de la population, c'est une personne sur 5 quand même, qui vit dans un ménage dont le revenu net équivalent est inférieur au seuil de pauvreté. Ça laisse quand même, je dirais, pantois. Alors, il me semble, et j'aurais envie de dire plusieurs choses par rapport à l'université, que, s'intéresser aux plus pauvres, c'est, je crois, oser, il me semble, poser un regard sur l'ensemble de la société et non pas seulement à la marge, parce que je crois que la société est de plus en plus traversée de part en part quand on voit les chiffres, mais quand on voit aussi la dynamique qui est en train de s'installer aujourd'hui par cette question liée à la pauvreté, parce que des questions qui sont en principe liées à la marge deviennent de plus en plus des questions centrales au cœur de la société. Deuxièmement, on n'est pas du tout à l'abri. J'aurais envie de dire, on m'a demandé d'intervenir il y a quelques jours à l'occasion des 12e journées d'insertion du CPS de Liège, et est constamment revenu à plusieurs reprises, je n'ai pas les chiffres, le fait qu'il y a de plus en plus d'étudiants de nos universités qui relèvent du revenu d'intégration. On pourrait se dire, ce n'est pas quelque chose de normal.
à l'origine, quand on a conçu les politiques sociales et l'État social. Les jeunes étaient pris en charge par les familles. Que se passe-t-il dans la société? Troisièmement, cette université veut se positionner, le fera, autour du développement durable, en mettant sur pied un vaste programme de développement durable. Je ne me tais plus, je n'arrête pas d'en parler. Alors généralement on croit, et c'est bien sûr c'est extrêmement important, que le développement durable se cantonne à l'environnement, à la question évidemment du respect de la biodiversité et évidemment à la lutte aussi, à la lutte contre le réchauffement climatique. Je rappelle que le développement durable, c'est aussi la lutte contre la pauvreté, la justice, l'éducation, la réduction des inégalités aussi entre les sexes et un travail décent, à telle enseigne que, je vous l'annonce, cette prochaine année académique de la Maison des sciences de l'homme aura pour thème central des mondes en transition. Et puis, peut-être aussi signaler quand même la création d'une cellule d'appui à la recherche et à l'enseignement qui s'intitule la cellule d'appui Esprit, qui vise à l'Université de Liège à promouvoir une attention et un intérêt des enseignants et des chercheurs sur les questions d'émancipation sociale et de réduction des inégalités, mais également vise à promouvoir des démarches de co-construction avec les populations précarisées dans les recherches et expertises qui leur sont confiées. Donc je crois que par rapport à ces questions, les lignes, je l'espère, sont en train de bouger. L'Université de Liège aussi est en train de bouger. Et le mouvement continue, bien au-delà, évidemment, des sphères de cette institution, puisque, et j'imagine que tu en parleras, j'ai vu que des petits dépliants étaient distribués à l'entrée. Le 17 octobre, donc dans quelques jours, dans une semaine, je crois, c'est la journée mondiale de lutte contre la pauvreté à Namur. Une manifestation est prévue dès 13h, mais également toute une série, je crois, d'événements culturels, de débats, projections de films, animations théâtrales, etc. Le programme vous est distribué et je vous invite tous, en tout cas, à être véritablement sensibles à ces questions et à rejoindre le mouvement. Christine, je te cède, une fois de plus peut-être, dans cette université, mais avec tes papiers cette fois-ci. Pour ceux qui étaient, tant pis, pour les autres, ce sera une private joke. Bien volontiers, la parole. Merci. Alors c'est pas faux, je vais être honnête, merci, merci Didier, merci pour l'invitation et merci d'avoir organisé cette conférence. C'est pas faux que je suis toujours un peu sous le coup en fait du titre de docteur honoris causa, que je suis toujours un peu troublée et chamboulée. Probablement que je suis troublée et chamboulée parce que c'est quelque chose quand même, c'est un titre qui augmente l'intensité des projecteurs sur la réalité du travail que nous réalisons. C'est probablement aussi un temps d'émotion lié au fait que, dans le fond, ce que je fais depuis longtemps et ce qu'on fait au Réseau Wallon de lutte contre la pauvreté, c'est d'essayer de fonder notre travail sur la dramatique expérience de la traversée de la vie dans le trop-peu de plein de gens. On souhaiterait évidemment que tous ces gens n'aient plus à nous raconter, n'aient plus à partager, n'aient plus à réfléchir avec nous comment enrayer cette spirale de l'appauvrissement dans cette société et comment éliminer ça. Et donc, mettre l'éclairage et porter le focus là-dessus, c'est, je pense, une émotion qui a été partagée et qui est partagée encore aujourd'hui par et avec les militants qui fréquentent le Réseau Wallon de lutte contre la pauvreté, mais toutes les personnes qu'on croise aussi et qui, d'une façon ou d'une autre, tentent d'agir. Alors, soit pour avoir moins mal, parce que ça fait mal d'être pauvre, soit pour essayer de changer les choses et de modifier le cours des choses. Donc voilà, je pense que c'est un titre qui a de l'importance pour toutes ces raisons-là. C'est aussi aujourd'hui de prendre la parole devant une salle de personnes qui sont de l'université, pas de l'université, que je connais, que je ne connais pas, etc., mais un peu sous le regard aussi justement d'une partie des personnes qui nourrissent le travail du Réseau Wallon parce qu'elles se battent dans leur vie quotidienne pour s'en sortir et parce qu'elles décident, au-delà des difficultés qu'elles ont dans leur vie quotidienne pour s'en sortir, de venir investir des lieux collectifs et des espaces collectifs pour essayer d'agir politiquement sur les choses. C'est pas rien quand on sait que la traversée de la vie dans la pauvreté, ça mange l'énergie, ça mange le temps, ça stresse, ça demande tout le temps de changer de programme,
ça demande de se justifier partout, on est convoqué partout quand on est pauvre, hein, on doit répondre à des rendez-vous, on doit remplir beaucoup de papiers, on est à la merci, en quelque sorte, de tout un système qui, un peu tentaculaire, s'est mis en place peut-être au départ pour apporter de l'aide et qui en apporte encore de temps en temps, mais qui de plus en plus devient coercitif, contrôlant, intrusif dans la vie privée, et donc qui est extrêmement... qui dépossède terriblement les personnes de ce qu'elles sont. Alors, vous allez me dire que, parce que quand il s'est agi de trouver un titre, on se demandait quoi, et puis on a échangé sur des choses, et puis à un moment donné, c'est celui-là qui est sorti. Éliminer la pauvreté, est-ce possible, hein, et à quelles conditions? Peut-être que c'est de l'utopie pure et simple, et sans doute que moi je ne le verrai pas ou que d'autres ne le verront pas, mais je pense qu'aujourd'hui, on est dans un temps sociétal où on ne peut plus transiger, où on doit, j'ai envie de dire d'une certaine façon, choisir son camp, où on doit se demander quelle société on veut pour demain, et où on doit donc forcément s'intéresser à l'ensemble de l'organisation de la société avec l'intention d'éradiquer la pauvreté. Avec l'intention d'éradiquer la pauvreté, parce que la pauvreté n'est en rien une fatalité. La pauvreté n'est en rien quelque chose que les gens ont souhaité un jour pour leur vie. Il n'y a pas une personne en Wallonie que j'ai rencontrée qui s'est dit un jour, pourvu que je ne trouve pas d'emploi, pourvu que les factures d'électricité augmentent, pourvu que je doive passer par le resto du cœur, pourvu que l'école rate avec mon enfant, pourvu que le logement soit introuvable, pourvu que le logement privé augmente, etc. Tout qui a une vie normale dans une société, tout qui a envie de se réaliser, souhaite en ouvrant les yeux le matin, ou en mettant un enfant au monde, ou en prenant un tournant dans la vie, souhaite que tout ça se règle. Et aujourd'hui, on le voit, on est dans une société où les besoins de base qui permettent simplement d'exister, qui devraient être solutionnés avec simplicité, deviennent l'occupation principale de toute une partie de la population. Il y a toute une partie de la population pour lesquelles se loger, se nourrir, se déplacer, se soigner, mettre les enfants à l'école, pour prendre ces éléments-là les plus importants, est un problème et une difficulté quotidienne. Et quand c'est un problème et une difficulté quotidienne, comme c'était repris dans le discours du recteur, ça veut dire qu'en fait, les potentialités autres qu'on a en soi, on est obligé de les consommer et de les consumer pour ça. Et si on les consomme et qu'on les consume pour ça, forcément, on ne les a plus pour autre chose. C'est extrêmement difficile de se dire c'est quoi la créativité que je peux avoir, c'est quoi l'investissement sociétal que je peux avoir, comment est-ce que je peux avoir une perspective pour des enfants, pour moi-même, pour ma famille, comment est-ce que le rêve que j'ai eu un jour dans la tête pourra devenir réalité, etc. Parce qu'il n'y a plus beaucoup d'espace pour ça. Il n'y a plus beaucoup d'espace et donc c'est extrêmement compliqué de s'en sortir. Alors j'ai envie de dire, il faut se mettre au combat pour l'éradication de la pauvreté et sortir de la gestion de la pauvreté. Je vais y revenir tout de suite, avec urgence et intensité. Il y a 2-3 jours, on a entendu Jean-Pascal Van Ypersel qui disait il faut, je ne sais plus s'il a dit une attitude, mais il faut une position révolutionnaire. C'était ces mots par rapport aux questions environnementales. Eh bien, je pense que de la même façon, il faut une position révolutionnaire par rapport à la réduction des inégalités, qui est le segment, qui est le vecteur, qui est le fond par lequel on peut éradiquer la pauvreté. Et on peut choisir de le faire, on peut décider de le faire. Alors pas tout seul, pour arriver à choisir de le faire, à décider de le faire, il faut influencer des sphères entières de la société, mais partout là où on est, il faut tenter de le faire et pouvoir y réfléchir. Et donc éradiquer la pauvreté, c'est forcément s'intéresser aux richesses. C'est forcément s'intéresser aux richesses et à toutes les richesses qui composent la vie quotidienne. C'est s'intéresser aux richesses matérielles. Qu'est-ce qu'on a comme revenu mensuel? Quel est le coût du logement? Comment on doit pouvoir le réduire? Ou comment il est proportionnel à un revenu mensuel qui permettra encore d'avoir des perspectives? Mais les richesses, ce sont aussi les richesses immatérielles. Comment développe-t-on un enseignement qui va réussir avec tout le monde? Un enseignement qui va réussir avec tout le monde, ce n'est pas un enseignement qui conduit tout le monde à l'université. C'est un enseignement qui entendra ce que chaque enfant, chaque jeune a comme rêve, a comme potentiel, a comme perspective, a comme ressource en lui pour pouvoir aller là où il le souhaite dans la vie
pas pour aller faire un métier automatiquement, très bien que ça se traduise à travers un emploi, un travail, etc., mais vers une destination qu'il va pouvoir investir dans la société pour en faire quelque chose dans la collectivité en interaction avec les autres. Et cette destination, elle peut prendre toutes sortes de formes. Mais pour ça, il faut décider que l'enseignement doit réussir avec tous les enfants. Il faut décider de s'éloigner d'un enseignement qui va vers la privatisation galopante. Je suis déjà en train de mélanger toutes mes feuilles. il faut décider qu'il faut enrayer cette privatisation de l'enseignement galopante. Parce que comme je les ai retrouvés, je devrais les suivre, mais voilà que je ne les suis quand même pas. Donc voilà. Il faut pouvoir dire avec conviction qu'on veut un enseignement de qualité, public, pour tout le monde, gratuit, qui permet à tout le monde d'aller au bout du monde. Il faut s'opposer à la privatisation de l'enseignement qui commence déjà aujourd'hui dans l'enseignement primaire et maternel, quand dans des écoles on demande 50 cents pour le droit de chaise à midi. Je ne sais pas si vous savez que ça existe, ça. Il y en a qui ne savent peut-être pas. Il y a dans des écoles aujourd'hui où on demande aux familles de payer 50 cents à midi pour payer le droit de chaise. Ça s'appelle comme ça. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le droit de chaise? Parce que c'est le droit d'entrer dans un réfectoire pour manger. Et l'argumentation des écoles, et on peut le comprendre, je ne tire pas à boulet rouge sur les écoles qui le font, mais l'argumentation des écoles qui le font, c'est de dire « oui, mais économiquement, on ne s'en sort pas, et c'est la manière de payer l'emploi de surveillance ». Est-ce que ce n'est pas un glissement doux vers la privatisation de l'enseignement? C'est-à-dire les familles sont en train de commencer à payer du personnel. Elles ne payent pas encore les enseignants, mais elles sont en train de commencer à payer du personnel. Exactement comme quand on fait la foncifère dans les écoles, c'est bien sympathique, c'est pour faire la fête, mais c'est quand même aussi pour aller chercher de l'argent dans le portefeuille des parents. Et on le sait, en termes de réduction des inégalités, la foncifère dans une école, dans un quartier aisé, va rapporter beaucoup plus que la foncifère dans un quartier moins aisé. Et donc on sait que ça pourra continuer à augmenter les inégalités. Mais comment éviter aussi la privatisation de l'enseignement quand on voit des collusions fortes entre deux choses qui sont à dénoncer? La première, c'est un gouvernement fédéral qui vient de voter une loi pendant l'été qui légalise le travail au noir, c'est-à-dire qui fait du noir légalisé, une législation qui s'appelle le travail associatif, c'est-à-dire la possibilité pour des gens qui travaillent au moins 4/5e temps à temps plein, qui sont indépendants à temps complet ou pensionnés, de pouvoir faire du travail en plus à côté de leur emploi, en pouvant aller jusqu'à gagner 500 € par mois sans sécurité sociale et non fiscalisée, en rendant des services à du monde associatif, des clubs sportifs, etc., etc. Qu'est-ce que c'est d'autre que du noir légalisé? Moi, j'ai toujours compris que le travail en noir, c'était le travail qui ne permettait pas d'alimenter les caisses de l'État. C'est du travail en noir, pour moi, légalisé, en toute autorisation. Mais qui va plus loin, et c'est là que je dis à collusion entre deux idées. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on voit sur la plateforme, on peut s'inscrire pour aller faire ce travail-là. Et vous avez bien compris que ce n'est pas n'importe qui peut s'inscrire. Hein. Évidemment, les gens qui sont au chômage, les bénéficiaires du revenu d'intégration sociale, la personne qui est à l'INAMI, la personne qui a un mi-temps avec un tout petit revenu, elle ne peut pas le faire. Hein. Elle ne peut pas le faire puisqu'elle est déjà, d'une certaine façon, une abuseuse de vivre sur le compte de la collectivité parce qu'elle n'a pas été capable d'avoir un travail et de maintenir son emploi et qu'elle est allocataire sociale, etc., etc. Pensez bien que ce n'est pas ça que je pense quand je dis ça. Mais... Et donc, quand on va voir sur l'analyse de qui s'inscrit pour le moment, eh bien là où on voit un lien avec l'école directement, c'est qu'on voit que la troisième fonction la plus inscrite en quelque sorte sur ce site où on peut s'engager à faire du travail associatif, c'est donner des cours particuliers à des enfants et des jeunes avec qui l'école rate. C'est comme ça que je le dis. Et ça, qu'est-ce que c'est d'autre qu'un pas de plus vers la privatisation de l'enseignement ? Parce que ça veut dire que c'est non seulement renoncer au fait que l'école doit réussir avec tout le monde, et donc se dire que c'est à son interne qu'elle doit arriver à permettre à tous les enfants et les jeunes du secondaire de trouver les solutions à leur évolution. Donc c'est renoncer à ça en admettant que le marché et la poche du marché des cours particuliers en dehors de l'école pour faire du rattrapage payant peut se développer. Et moi, je trouve que c'est tout à fait fou parce que ça dit quelque chose de à la fois ce que l'État fédéral fait en vidant des caisses en permettant ce type de travail-là, et cerise sur le gâteau, les parents qui ont recours à ces cours particuliers, je peux le comprendre, je peux comprendre qu'on y ait recours, peuvent eux aussi défiscaliser. Donc l'État perd 3 fois. Pas de fiscalité sur les 500 €, pas de sécurité sociale et défiscalisé pour le parent qui paye.
Et après, évidemment, on va continuer à avoir cette représentation qu'on a un État qui n'est plus en capacité de payer les choses. Donc je pense que c'est, quand on voit les rapprochements entre ces idées-là et la manière dont les choses se mettent en place, c'est très inquiétant. Je suppose que c'est à Liège comme ailleurs, je ne sais pas, je n'en ai pas vu, mais moi dans ma région, des publicités pour des cours particuliers, des mini-sociétés qui se créent pour donner des cours particuliers, ça fleurit pour le moment, hein. Ça fleurit un peu partout, il y a de la publicité à la TV, à la radio, sur des vitrines, etc., etc. Évidemment, quels sont les parents qui pourront y avoir recours? Ceux qui ont les moyens. Mais au-delà de ça, de temps en temps, alors pas les très pauvres, hein, mais les gens qui se serrent la ceinture et qui peut-être vont se passer de quelque chose de très important dans leur vie quotidienne, qui se diront « je veux mettre toutes les chances du côté de mon enfant ». Donc on a le renoncement à décider que l'école doit réussir avec tout le monde et le fait qu'on vide les caisses de l'État qui pourraient servir notamment à aider à ça. Donc on est dans un moment sociétal qui est vraiment extrêmement inquiétant, qui est extrêmement violent avec les gens. Vous l'avez compris, moi je dis que la pauvreté n'est pas une fatalité et elle ne l'est véritablement pas. Elle est un résultat de position et d'organisation de société. On a l'habitude de dire « ah, les gens ont des difficultés pour trouver du logement ». Mais est-ce que c'est ça qu'il faut dire? Ou est-ce qu'il faut dire « la politique du logement est défaillante depuis des années ». La politique du logement a abandonné le logement social pendant des années en termes de construction, de rénovation, de quantité. La politique du logement a laissé filer le marché privé comme il voulait. La politique du logement, en lien avec la politique de la fiscalité, a permis qu'il y ait pour certains propriétaires, il ne faut pas faire de généralité, des recettes plantureuses quasiment pas fiscalisées, qui ne seront pas comptabilisées d'ailleurs dans la prise en compte des revenus lorsqu'il s'agit de cela. Est-ce que c'est les enfants qui ratent avec l'école, je viens de le dire, ou est-ce que c'est l'école qui rate avec les enfants? Je pense qu'on doit partir résolument de l'idée que c'est l'école qui rate avec les enfants. Qu'est-ce qui fait que des enfants avec une tête bien faite entrent à l'école et que parce qu'ils sont de familles de revenus plus bas ou d'origine étrangère, ils vont être beaucoup plus nombreux en échec scolaire que les enfants dont les revenus sont les plus élevés? C'est des questions qu'on doit se poser. Donc le même enseignement fait de l'excellent avec les enfants des familles où les revenus sont élevés et fait du mauvais travail avec les enfants où les revenus sont les plus bas. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça? Est-ce que c'est les gens qui sont éloignés de l'emploi? Théorie d'aujourd'hui, les gens sont éloignés de l'emploi, il faut les former, il faut qu'ils aillent encore en formation, etc. Vous savez que vous avez des personnes aujourd'hui qui parfois témoignent du fait qu'ils ont obéi à toutes les injonctions de toutes les institutions qu'ils ont traversées, ils ont fait toutes les formations voulues, ils sont présentés à tous les endroits voulus, etc. Et il n'y a quand même pas de travail. Et ils recommencent un tour, hein, en général. Est-ce que c'est les gens qui sont éloignés de l'emploi ou est-ce que c'est l'emploi qui s'est éloigné des gens? On doit se poser cette question-là. Alors oui, il y a de l'évolution dans les types d'emplois dont il y aura besoin demain. Mais il y a quand même de l'emploi qui s'est éloigné des gens en quantité. Alors peut-être qu'il y a de l'emploi qui doit disparaître, mais ne retournons pas la chose, ne disons pas que l'emploi qui a disparu, ce sont les gens qui ont un problème pour trouver de l'emploi. Il a disparu, il est remplacé par un autre, qu'est-ce qu'on fait? Ça change tout, évidemment, si on se dit que c'est l'emploi qui s'est éloigné des gens, parce qu'on peut réfléchir en termes d'emploi, mais sous un angle tout à fait différent. Et on ne rend pas responsable la personne à titre individuel de la situation, et donc on construit des réponses qui sont différentes, des réponses institutionnelles qui sont différentes. On construit des réponses en matière de logement, en matière d'école, en matière d'emploi qui sont différentes. Est-ce que c'est les gens qui ont un problème avec la mobilité ou est-ce que c'est la politique de la mobilité qui a un problème avec les gens? Alors la mobilité, c'est un problème pour tout le monde. Mais singulièrement pour les personnes dont les revenus n'ont pas augmenté, hein, puisqu'on sait que les revenus ont décroché avec le coût de la vie depuis longtemps et qui sont avec des revenus de remplacement, etc., le prix de la mobilité ne cesse d'augmenter. Est-ce qu'il est normal aujourd'hui que quand des gens doivent prendre absolument le train pour aller voir leur enfant éventuellement en visite de week-end quelque part, pour aller rendre visite en santé mentale quelque part à quelqu'un d'autre, pour aller se faire soigner tout simplement et qu'ils prennent le train sans payer, ils en soient sanctionnés, mais qu'aujourd'hui la sanction pratiquée par la SNCB, pas par les VGTB, hein, par la SNCB, l'amende en quelque sorte due à la SNCB ne va même plus passer par une négociation via la justice, mais sera appliquée directement par la SNCB aux personnes qui prennent le train.
Est-ce que c'est normal que cette mobilité soit rendue impossible? Est-ce que c'est normal que quand des enfants qui doivent se rendre à l'école pour prendre les bus tech à partir de 12 ans, la personne et le ménage qui a la capacité de financer un an d'abonnement va payer moins cher que celui qui paye tous les mois? Mais en général, celui qui paye tous les mois, c'est celui qui n'a pas de réserve. Il paye plus cher que celui qui sait préfinancer et payer un an. On peut réfléchir à ces choses-là. On a ça sur plein de choses dans notre société. Celui qui a des réserves et qui a la capacité de préfinancer, il gagne. Celui qui n'a pas de réserve et qui doit payer immédiatement, il est proportionnellement perdant ou il ne sera pas payé. Ou comme me le disait l'autre jour un militant au réseau, il disait, moi, si j'ai une dette de 500 € et que quelqu'un d'AISé a une dette de 500 €, la différence entre lui et moi, c'est que quand on va lui dire qu'il faut payer la dette, celui qui a les moyens, il va payer les 500 d'un coup. Et il payera 500. Moi, on va me diviser ma dette, ça va être reporté sur plusieurs mois, il y aura des intérêts, etc. Et je vais payer beaucoup plus, parce que je n'ai pas l'argent au départ. Donc on a comme ça plein d'inversions, en fait, de mécanismes installés dans la société, insidieusement, qui sont admis, qui sont tolérés, qui sont même justifiés par certains. Oui, mais si j'ai de l'argent de réserve, c'est que j'ai été économe, ou que j'ai eu la chance d'avoir une famille ou que j'ai fait d'autres études, je mérite bien un haut salaire, etc., etc. Et donc, on accepte ces choses-là. Mais l'ensemble du mécanisme est organisé comme celui-là. On sait que la vie pour quelqu'un qui a un petit revenu est proportionnellement beaucoup plus coûteuse que pour quelqu'un qui a un grand revenu. Même si on peut manger des choses plus chères parce qu'on a un haut revenu, à un moment donné, on a quand même l'estomac saturé. On ne serait pas se goinfrer comme une oie à continuer à en rentrer pour dépenser encore plus. C'est pas possible, ça. Donc, à un moment donné, on plafonne sur ce qu'on peut acheter pour manger au quotidien. Mais celui qui a moins d'argent, il doit manger aussi. Donc, dans la proportionnalité, il dépense beaucoup plus. Si vous ajoutez que tout le monde paye la même TVA, etc., dans la proportionnalité, il continue à dépenser beaucoup plus. Donc, vivre avec moins d'argent est beaucoup plus coûteux, en fait, que de vivre avec plus d'argent, puisqu'on ne sait pas faire les réserves et pour toutes les raisons que je disais. Donc, il y a des choses qui sont vraiment questionnantes. Mais aujourd'hui, on est aussi dans le questionnement, est-ce que c'est les gens qui ont un problème avec le paiement des factures d'eau et d'énergie, par exemple, ou est-ce que c'est la politique de gestion de l'eau et de l'énergie qui sont quand même normalement des biens indispensables qu'on pourrait considérer comme des biens communs, des biens nécessaires à la vie tous les jours? Est-ce que c'est la politique et la manière dont on le gère qui est problématique avec les gens? Comment comprendre aujourd'hui, dans un pays comme la Belgique, on a des gens ne sachant pas payer des factures d'électricité, qui se voient de nouveau sanctionnés immédiatement par l'opérateur d'énergie, pas de passage par la justice de paix. Donc vous comprenez bien que quand on est en train de gérer, j'ai envie de dire, des défaillances des gens d'en bas, on élimine en général le passage par l'arbitre du milieu, qui pourrait évaluer si les gens sont vraiment dans des conditions de pouvoir payer, s'il n'y a pas quelque chose qui fait qu'ils n'ont pas été en capacité de payer. Non, on fait le raccourci aujourd'hui, et on a de plus en plus d'opérateurs et d'acteurs qui opérationnalisent leurs sanctions par eux-mêmes. Évidemment, ces sanctions sont un peu réglementées par des décrets, des cadres liés au ministre, etc., mais c'est quand même pour l'opérationnaliser par soi-même. Donc comment comprendre aujourd'hui, dans un pays comme la Belgique, qui est riche, où l'énergie est importante, sachant que dans les familles où on vit en situation de pauvreté, on sous-consomme massivement en matière d'énergie, il y a un peu de gens qui sont, mais la majorité, ils sous-consomment, que la sanction soit que vous n'avez pas su payer, vous avez autant de retard, hop, placement d'un compteur à budget. Alors un compteur à budget, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un compteur qu'on recharge avec une carte qu'on va recharger sur un appareil qui se trouve ou dans une librairie ou dans une poste ou au CPS, etc., mais qu'on ne sait recharger que si on a de l'argent sur son compte. Et on rentre chez soi et on met la carte dans le compteur à budget et ça tourne. Et évidemment, on est même arrivé à dire, mais c'est beaucoup mieux parce que les gens, ils ont une vision sur ce qu'ils consomment, donc ça leur apprend à voir ce qu'ils consomment et à faire encore plus attention. Je vous rappelle que la majorité sous-consomme. C'est pas moi qui le dis, c'est les recherches qui le disent et qui le montrent. Ça. La majorité sous-consomme. Mais à quoi ça conduit, ça? En fait, à une responsabilité intense et unique de la personne face à l'énergie, à sa facture d'électricité, intense et unique. Et au-delà du fait d'avoir de l'argent sur sa carte ou pas, la personne devient son autocoupeur. Nous avons, beaucoup de témoins du vécu militant et autres qui nous expliquent que parfois, pendant la semaine,
Ils mettent très peu d'électricité, hein, et ils stockent pour pouvoir remplir la carte parce que les enfants vont rentrer le week-end. Et que là, on sait bien qu'on va faire marcher plus d'appareils, on va essayer de faire mieux à manger, etc., etc. Donc je veux dire, non seulement ils sont sanctionnés directement par rapport à un bien commun absolument indispensable, mais ils pratiquent eux-mêmes l'autocoupure, et dramatiquement, pour certains d'entre eux, ils finissent par défendre le système comme un bon système. Parce que vivre durablement dans la pauvreté, à un moment donné, on l'a dit dans l'introduction, c'est finir par intégrer que le trop peu dans lequel on est, c'est la vie. Parce qu'on n'a pas envie de se lever tous les jours au matin en souffrant, hein. On n'a pas envie de se dire tous les jours, merde, j'aimerais bien ouvrir l'interrupteur comme je veux. À un moment donné, on se dit qu'il n'y a plus besoin d'allumer l'interrupteur. On se dit qu'on peut s'en passer. Et on estompe comme ça des éléments entiers de la vie qui affaiblissent, qui grignotent, etc. Et les gens se ratatinent sur eux-mêmes. Comment comprendre dans un pays comme le nôtre qu'on puisse en être arrivé en région wallonne à légiférer tout à fait légalement, c'est le gouvernement wallon, pour que les personnes qui ne savent pas payer les factures d'électricité, on leur pose un limiteur de débit à l'arrivée d'eau dans la maison. Un limiteur de débit, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est on place une pastille, une bille, je ne sais pas très bien quoi, mais enfin bref, ça empêche d'avoir de la pression. Donc quand vous ouvrez un robinet, il y a un filet d'eau qui coule. Alors, mettez 3 enfants le matin devant un évier avant de partir à l'école, hein, pour se brosser les dents, se laver la figure, se laver les mains, remplir un gobelet, etc., quand il y a un filet d'eau qui coule. Alors déjà, quand il n'y a pas un filet d'eau qui coule, quand on n'est pas dans la pauvreté, c'est parfois la bérésina pour envoyer ses enfants le matin et que dépêchez-vous, il faut monter dans la voiture, et vous êtes en retard, et tchic et tchac, etc. Ici, on est face à des familles qui ont beaucoup plus de problèmes à régler que les autres, et on leur en ajoute un. Celui d'être avec un filet d'eau, tant qu'ils n'auront pas payé leur facture d'eau. C'est terrible, hein, ça, parce que c'est vraiment la sanction immédiate, frappante, glaçante, cynique, ultime, à mes yeux en tout cas. Alors, quand vous avez une maman que vous rencontrez lorsqu'on a fait une action par rapport à ça à Namur, qui est une dame qui dit « moi ça m'est arrivé et j'ai pour le moment un limiteur de débit ». Et quand elle vous raconte qu'elle s'est fait prendre la première fois à mouiller ses cheveux, à mettre du savon, ça donne des frissons, hein, ce genre de truc-là, moi, je trouve. Et puis qu'elle n'a pas pensé qu'en fait, elle n'avait pas rempli assez de seau d'eau pour savoir rincer le savon dans les cheveux. C'est ça la réalité quotidienne, hein, d'être face à des violences comme celle-là dans les prises de décision. Et qu'elle se dit, merde, comment est-ce que je fais pour arriver à... Et donc, il faut attendre un quart d'heure pour qu'un seau se remplisse, pour pouvoir prendre des gobelets pour mettre sur sa tête, pour que le savon s'en aille. C'est ça la réalité, hein. Donc ici, je vais un peu dans le concret, le détail, mais c'est parce que la quotidienneté est celle-là. Alors, par rapport à l'eau, dans un pays qui est riche, et on n'arrive pas à imaginer que d'autres solutions seraient possibles. On n'arrive pas à se dire comment pouvoir travailler sur les fuites d'eau qu'il y a avant les compteurs de tout le monde. Moi, je ne sais plus les chiffres, mais il paraît que les chiffres sont astronomiques. Il y a quelqu'un qui dit oui. Les mètres cubes de perte d'eau chez nous, paraît-il, avant les compteurs, hein, donc pas chez les gens, sont astronomiques. On n'arrive pas à se demander comment aller vers un prix de l'eau plus pondéré. On n'arrive pas à se dire, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas des mètres cubes de départ qui soient gratuits, et puis qu'on aille vers une proportionnalité, etc. Ça pourrait être des solutions, tout ça. C'est pour ça qu'on peut faire des choix. C'est pour ça qu'il y a des solutions. C'est pour ça qu'il est possible de mettre les choses en place. Et les gens sont beaucoup moins des abuseurs qu'on ne le croit. Les gens sont beaucoup moins des gens qui laissent le robinet ouvert qu'on le croit. D'autant plus quand on vit dans la pauvreté, puisqu'on sait bien que pour tenir, il va falloir ratatiner, ratatiner, ratatiner. Je veux dire, la grosse consommation d'eau, elle n'est pas chez les gens pauvres, hein. Elle est forcément chez les gens aisés. Elle est là où on a 2 ou 3 salles de bain, où il y a une piscine, etc., etc. Hein. Elle n'est pas chez les gens pauvres. Donc, en vision macro et collective, quelle injustice d'aller les accabler comme ça et les mettre encore plus dans une difficulté. Parce que de quoi se passeront les familles pour payer l'eau? Qu'est-ce qu'elles vont laisser de côté? La santé, l'abonnement scolaire, l'électricité, un loyer pour retrouver le droit à l'eau. Parce que si rien ne change au niveau de leur situation, du coût du logement, du revenu, etc., elles n'auront pas d'autre choix que de faire du vase communicant, c'est le cas de le dire quand on parle d'eau, hein, que de faire du vase communicant entre
qu'est-ce que je choisis de payer et de ne pas payer? Qu'est-ce que je laisse de côté et qu'est-ce que je ne laisse pas de côté? Et ça, c'est une gymnastique dont on ne se rend pas compte et qui est extrêmement affolante dans la tête des gens. Moi, les gens que je rencontre qui sont dans la pauvreté, c'est des gens qui sont tout le temps soucieux. Des gens qui sont tout le temps soucieux parce qu'ils sont tout le temps en train de se dire quelle est la facture que je laisse tomber, comment est-ce que je vais justifier ça, qu'est-ce que je vais laisser de côté, etc. etc. Donc ça préoccupe, ça ronge, ça mange, ça stresse, ça angoisse. Et donc, ils sont tout le temps dans une réactivité et une créativité qu'on peut ne pas imaginer. Je pense que dans la même situation, sans faire du simplisme, hein, mais dans le monde des gens aisés, on est probablement pour une partie beaucoup moins débrouillard par rapport à des choses comme ça. Parce qu'on a le droit de ne pas être débrouillard. On a le droit de ne pas savoir bien compter si on est très aisé. On peut se tromper. On peut déléguer. Si on n'aime pas faire des papiers quand on est aisé, on peut payer un comptable. On peut demander à une secrétaire de le faire. On a peut-être des connaissances et des relations qui vont les remplir pour soi. Si on n'a pas facile avec les papiers quand on est pauvre, tintin, hein. Et de plus, les papiers deviennent des baromètres d'évaluation de la capacité des gens à s'organiser. Dans des tas de services sociaux aujourd'hui, le côté administratif devient une balise d'évaluation des gens à vouloir s'en tirer ou pas. Le côté papier, le côté être au rendez-vous à la bonne heure, au bon endroit, deviennent de plus en plus des éléments d'évaluation du souhait de s'en sortir ou pas. Or, les gens qui sont frappés par le trop peu de tout, ils ont déjà 1001 rendez-vous en plus que les autres, 1001 papiers en plus que les autres, parce qu'ils vont devoir s'expliquer, parce qu'ils vont devoir négocier, parce qu'ils vont devoir demander un rabais, parce qu'ils vont devoir introduire quelque chose quelque part, parce qu'ils vont devoir se défendre, etc. Donc c'est extrêmement compliqué. Donc sur toutes ces choses-là, en fait, quand on dit est-ce qu'on peut éradiquer la pauvreté, mais sur toutes ces choses-là, on peut agir. Hein. On peut agir vraiment très clairement dans notre société sur un choix de régler la question du logement pour tout le monde. Il faut, et c'est impératif et c'est urgentissime, se dire que la Wallonie devrait développer un très grand plan logement, type plan Marshall, on peut l'appeler comme on veut, hein, un très grand plan logement en se disant il y a une volonté de mettre tout le monde sous un toit, le toit qui convient, qui est payable en fonction des revenus, qui n'est pas énergivore et qui est de qualité. C'est d'ailleurs bingo pour tout le monde. Hein. Les gens seront beaucoup moins angoissés pour toute une série de choses. Au plan environnemental, on agira sur des choses. On peut développer de l'emploi autour de ça, etc. C'est pas normal aujourd'hui que les solutions en termes de logement, ce soit toujours le serpent qui se mord la queue. Je vous donne un exemple précis. Il y a un débat pour le moment par rapport au logement social qui est de se demander s'il ne faudrait pas augmenter légèrement le prix du loyer dans le logement social. Alors l'augmenter légèrement, ça serait pour les plus bas revenus et pour les plus bas loyers, augmenter de entre 21 et 22 euros par mois. Pour beaucoup de gens, ils disent augmenter de 21 à 22 euros par mois, c'est rien du tout. Mais cette masse d'augmentation sur la quantité des logements sociaux, ça ferait une belle recette pour les sociétés de logement de service public. Ouais. Sauf que 21 à 22 euros, moi je peux vous dire qu'il y a des tas de militants qui savent vous convertir ça en nombre de pains que ça représente par semaine, en nombre de tickets de bus que ça représente pour se déplacer d'un endroit à l'autre, en ce qu'on devra donner aux enfants pour aller à l'école, etc. Parce que c'est comme ça qu'on calcule dans ces ménages-là. C'est ce qu'on peut faire avec la somme qu'on a dans les mains. Mais est-ce que c'est normal que la première solution qui est imaginée dans la réforme du logement de service public, ça soit d'aller chercher dans le portefeuille du locataire le refinancement des sociétés de logement de service public? Est-ce que quand une région décide de mettre 5 milliards dans l'investissement de développement économique, elle ne peut pas décider que dans ces 5 milliards, il y a de l'investissement dans le logement pour sa création, sa rénovation, etc., sans d'abord aller chercher dans la poche du citoyen? Poche du citoyen dont le revenu ne bouge pas, ou très peu, ou tellement peu, hein, les indexations, etc., par rapport au coût de la vie, que le rattrapage ne se fait jamais. Hein, donc on n'augmente jamais les salaires en suffisance pour se dire que ça compense les augmentations de tout ce qu'on a autour de nous. Dans le cas des petits revenus, c'est important. Donc on pourrait agir sur le logement, on pourrait agir sur l'eau, on pourrait agir sur l'énergie, on pourrait agir sur l'enseignement, j'en ai parlé un peu, on peut agir sur la santé, sur la mobilité, et puis on doit agir aussi sur l'alimentation. Moi, il y a une chose, je ne sais pas vous, mais moi je suis
scandalisée. Vraiment, ça me scandalise. C'est un des trucs qui me scandalise le plus. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est la partie la plus importante dans la vie des gens? Ben, c'est une partie importante parce que c'est quotidien. Est-ce qu'on est conscient qu'on est dans une société où est en train de s'organiser avec une espèce d'accord commun? Je ne dis pas que tout le monde est d'accord, mais on a l'impression comme ça que c'est normal. Une amplification et une intensification de l'organisation d'un accès parallèle à l'alimentation pour les gens qui sont dans la pauvreté. Aujourd'hui, on a un marché de l'organisation de l'alimentation parallèle. Depuis les colis alimentaires, en passant par les restos du cœur, les tables du cœur, les épiceries sociales, etc., on a un marché parallèle qui se développe. Et ça a l'air normal et naturel de se dire, mais on est content, il y a des pauvres, on trouve des solutions pour qu'ils aient à manger tous les jours. Ah ben oui, ça, dans l'immédiateté, moi aussi, je suis contente que ça existe, et heureusement que ça existe pour beaucoup d'entre eux. Sauf qu'aujourd'hui, on est en train d'évoluer progressivement vers une stabilisation et une organisation de ce marché de l'alimentation parallèle. Et comment ça arrive, ça? Ben, vous avez les épiceries sociales qui se sont développées. Je n'ai rien contre, hein, ne croyez pas, si certains sont investis dedans, c'est très bien, vous avez raison, faites-le, etc. Mais ce avec quoi moi je ne suis pas d'accord, c'est quand la région wallonne promeut un décret pour stabiliser les épiceries sociales. Parce que quand on promeut un décret, en général, ça veut dire qu'on crée un secteur. Et quand on crée un secteur, on met des moyens et de l'emploi derrière. Et quand on crée un secteur, ben, on a besoin de la matière pour s'en servir. Et quand, au niveau de la région wallonne, ça n'est pas fait, ça, il y a des réflexions pour aller vers un décret qui imposerait à toutes les grandes surfaces de donner leurs invendus alimentaires vers les restos du cœur, les colis alimentaires, etc. De nouveau, moi, je suis aussi contre les invendus alimentaires qu'on les jette, etc. Et il vaut mieux qu'ils aillent vers les gens qui ont besoin de manger. Mais si on fait un décret un jour aussi qui organise le fait que les dons soient organisés directement, on s'en fout de continuer à consommer de la planète à crever, de faire venir des produits de partout dans les grandes surfaces. Et tout ça, c'est rien, on va les donner aux pauvres. Hein. Donc, nous, régulièrement, il y a des gens au réseau qui disent nous, on mange les déchets des riches. Quoi, hein. Voilà, dans nos colis, et parfois, c'est des bons déchets. Hein, et parfois, il y a même du bio. Et parfois, il y a même des produits frais. C'est plus tout le temps des yogourts, comme c'était avant. Hein. Avant, c'était des macaronis, des yogourts, de la farine. C'est un peu plus diversifié aujourd'hui. Hein. Mais il n'empêche qu'on mange les restes. On mange les restes de tout un circuit d'organisation de société qui produit trop, qui a une économie qui fonctionne sur l'excès. Et donc, ça alimente ces circuits-là. Mais si ce décret-là passe, c'est un pas supplémentaire vers une organisation structurelle d'un circuit parallèle d'accès à l'alimentation. Mais ce circuit parallèle d'accès à l'alimentation, on pourra encore se dire, ah ben tant mieux, les pauvres aident la société à être moins consumériste. Moi, je suis toujours choquée parce que j'ai envie que ce soit les plus aisés qui s'engagent dans le non-consumérisme. J'ai envie que ce soit les plus aisés qui prennent le plus de risques dans la société pour modifier les choses en termes d'environnement, etc. Je ne dis pas que les gens dans la pauvreté ne sont pas intéressés par ça. Mais ce que je dis, c'est pas sur eux qu'il faut faire peser cette question-là et se dire « Oh, ben c'est bien, ils pratiquent presque la simplicité volontaire. » Non, non, hein, ils pratiquent la simplicité obligatoire. Si vous leur demandez « Est-ce que si tu avais de l'argent, tu irais encore au Resto du Cœur à l'épicerie sociale ?» Ils vous disent non. Hein. Aussi sympathique que soit le lieu, hein, même si on est accueilli avec une tasse de café, et même si ça fait qu'on rencontre des gens, etc. Est-ce qu'on doit aller dans une société où c'est dans ces lieux-là qu'on doit se dire que le relationnel doit se faire? Ça, c'est aussi une question. Hein. Si le relationnel ne se fait plus ailleurs, alors il y a des problèmes. Et donc, ce circuit parallèle de l'alimentation, il est en train de se structurer et de se cadrer de plus en plus. Moi, je trouve que c'est étonnant dans une société qui est extrêmement riche comme la nôtre, qui a la possibilité de réagir autrement, qui pourrait organiser les choses autrement, en termes de sécurité sociale, en termes de choix prioritaires budgétaires, en termes d'organisation. Et donc, ce qui s'ajoute à ça, c'est qu'il ne faut pas oublier que dans ces circuits parallèles de l'alimentation, de l'accès au logement, parce qu'il y a des circuits parallèles pour tout, hein, pour les pauvres. Vous savez aussi que les gens qui sont bénéficiaires du revenu d'intégration sociale, dans beaucoup de CPS, c'est à travers le CPS qu'on leur propose de faire de la culture. C'est à travers le CPS qu'on leur propose de faire de la gestion de l'énergie. Hein, c'est à travers le CPS qu'on leur propose de faire toutes ces choses-là.
Moi, je trouve que c'est très inquiétant, ça, hein, parce que si on fait tout ça à travers le CPS, ça veut dire qu'on dit que c'est les gens qui sont le problème qui vont au CPS parce qu'ils sont en difficulté, et donc il faut leur construire des projets particuliers puisqu'ils sont un problème. Donc ils sont défaillants. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi il fallait développer le métier de tuteur énergie à l'intérieur des CPS. De nouveau, je ne critique pas du tout les tuteurs énergie, il y en a qui font du travail extraordinaire avec les gens. Mais pourquoi est-ce qu'il faut un projet spécifique au CPS pour les gens qui sont au CPS? Pourquoi est-ce qu'on ne se dit pas, il y a des guichets de l'énergie, il y a des services publics au service de tous qui peuvent conseiller pour l'énergie, etc. Mais que ces guichets de l'énergie, que ces services soient capables de travailler avec l'entièreté de la population. Et s'il est nécessaire de devoir faire un accompagnement spécifique pour des familles en plus grande désaffiliation sociale, qu'on intègre des assistants sociaux dans les guichets de l'énergie, mais qu'on reste sur l'énergie, parce que ce n'est pas la personne le problème. C'est avec l'énergie qu'elles ont une difficulté, comme plein d'autres ont une difficulté. Pourquoi est-ce qu'il faut aller faire de la culture particulière à travers le CPS, dans les services d'insertion sociale du CPS, etc., avec les gens qui bénéficient de revenus d'intégration sociale ou pas? Alors qu'on est dans une société où il y a des centres culturels, des centres d'expression et de créativité, des académies, des associations de quartier, etc. Pourquoi est-ce que ce n'est pas à ces endroits-là que ces gens peuvent aller faire de la culture ? Et qu'on ne peut pas les emmener à ces endroits-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on est tout le temps en train de créer en fait, des filières parallèles pour des gens que l'on considère défaillants, pour qui il faut mettre des systèmes en place particuliers. Mais se surajoute là-dessus que sur ces systèmes en place particuliers, en fait, ce n'est pas un accès libre à tout ça, hein. C'est un accès conditionné. Donc non seulement on invite les gens à prendre tout le temps un circuit parallèle, mais il faudra pour ça remplir un certain nombre de conditions, hein. Habiter au bon endroit, y aller pour la bonne durée, faire la preuve qu'on a le bon revenu, être sûr qu'on n'a pas été chercher des colis ailleurs, etc., etc. Remplir des papiers, cocher des croix pour dire qu'on a bien été présent, sans quoi on risque d'être sanctionné, puisque maintenant il y a des flux informatiques qui vont aller vers le forum, par exemple, hein, et le contrôle chômage pour voir si les gens y sont allés, etc. Et donc on voit que par rapport aux gens qui sont dans le trop peu de tout et qui ont besoin de passer par ces systèmes d'assistance à un moment donné, c'est que le fait d'avoir dû aller vers ces institutions-là ouvre grand la porte à une intrusion contrôlante dans l'organisation de la vie des gens. Et ils vont devoir se rendre à certains endroits, à certaines conditions, pour une certaine durée, etc., etc. Quand tous ceux qui n'ont pas eu la nécessité de passer par un service comme ça n'ont pas besoin de ça. Moi, je dis souvent, et c'est vrai, je le pense vraiment, que jusqu'à présent dans ma vie, j'ai eu la chance de ne devoir jamais faire appel à l'État pour avoir une aide sociale, singulièrement une aide financière. Parce que c'est quand même beaucoup plus souvent quand il y a de l'aide financière que la contrôlité aiguë s'installe. Hein. C'est beaucoup moins quand même pour d'autres raisons. Et pourquoi je dis que j'ai de la chance pour ça ? Mais parce que ça veut dire que je n'ai jamais eu un assistant social ou une assistante sociale de quelque service que ce soit qui est entré chez moi pour venir voir comment je vis. Est-ce que je nettoie ma maison ou pas ? Est-ce que j'ai 3 chiens, 2 chats et un serpent ou pas ? Hein, je dis n'importe quoi, hein, mais voilà. Est-ce que je vis la nuit et je dors la journée ? Est-ce que j'ai un concubin, un mari et encore un amant dans une autre maison ? Il n'y a jamais personne qui est venu me demander ça. Et je suis très contente que jamais personne ne soit venu me demander ça. J'ai envie d'avoir la vie que je veux. Dès le moment où on fait appel à un service où on est aidé, tout ça devient transparent. Est-ce que vous vivez seul ou pas ? Vous êtes cohabitant ou pas ? Il y a des enfants ou pas ? Oui, mais votre maison, vous pourriez quand même l'entretenir un peu autrement. Hein. Le frigo, il est plein, il est vide, quoi. Vous connaissez sans doute l'histoire répétée à l'envi, mais qui est toujours intéressante. Hein. Dans un ménage où on a les services sociaux qui vont venir, si le CPS passe, il faut montrer un frigo vide, puisqu'il faut prouver qu'on est pauvre. Et si l'aide à la jeunesse passe le lendemain, il faut montrer un frigo plein, puisqu'il faut prouver qu'on sait bien s'occuper de ses enfants. Alors ça a l'air caricatural et c'est humoristique, mais c'est la vérité, hein, ce que je dis. C'est moins entier que ce que je dis, hein, vide ou plein, mais c'est ça qui se passe. Hein. C'est ça qui se passe. Dans notre société aujourd'hui, on pourrait décider d'enlever un élément qui est extrêmement violent pour les gens et qui les aiderait terriblement au niveau du portefeuille. C'est faisable et je suis sûre que ça ferait faire des économies à l'entièreté de la société et ça donnerait du pouvoir d'achat aux ménages qui seraient touchés par ça. On a une mesure dont il n'y a pas une semaine au réseau Wallon où il n'y a pas une personne qui dit
J'ai un problème avec ça. C'est ce foutu statut cohabitant. Vous voyez ce que c'est le statut cohabitant, tout le monde, ou j'explique en 2 mots? Oui, je redis peut-être en 2 mots pour quelqu'un. Donc on est dans un système, nous ici en Belgique, où si 2 personnes vivent en dessous du même toit et que par exemple elles sont chômeuses toutes les 2, elles ne vont pas garder leur allocation pleine de chômage, elles vont avoir une allocation réduite toutes les 2. Qui d'ailleurs, l'addition des 2 allocations réduites n'est même pas égale à une allocation complète, dans ce cas-là. Mais c'est la même chose avec le revenu d'intégration sociale. C'est la même chose avec la maladie, l'invalidité, etc. Alors vous allez me dire, ah ben oui, c'est normal, hein, les gens vivent en dessous du même toit, ils font des économies d'échelle. Attention, hein, quelles économies d'échelle quand on parle d'allocations très basses, hein? On parle de ressources qui vont de 800 à 1100 euros. Est-ce que c'est faire des économies d'échelle et pouvoir stocker sur un compte en banque d'avoir 2 fois 1100 hein, pour vivre dans une maison, ou une fois 800, une fois 1100, hein, ou une fois 900, une fois 800? Bon, il faudra qu'on m'explique, moi, ça. C'est pas vraiment la réalité. Mais aujourd'hui, au nom de ce fameux statut cohabitant, où on dit les gens font de la fraude sociale, c'est-à-dire, effectivement, il y a une partie des gens qui se déclarent habitant à 2 adresses différentes, avec d'ailleurs souvent la trouille dans le ventre, la peur qu'une lettre arrive à la boîte aux lettres là où on s'est domicilié, qu'on ne la verra pas à temps, etc., avec la peur qu'il y ait de la délation, hein, avec la crainte de et tout ça. Mais enfin, on le fait quand même parce que c'est la débrouille de survie la plus intelligente qu'on a trouvée pour arriver à agglutiner des revenus. Au nom de ça, aujourd'hui, il y a une traque invraisemblable dans le champ de la vie privée de ces personnes qui est terrible. Alors, vous devez savoir qu'aujourd'hui, l'INAMI, par exemple, a organisé le fait que, sur simple délation, ils envoient la police au domicile de quelqu'un pour aller vérifier si cette personne était cohabitante isolée pour toucher les indemnités de santé, de maladie qu'elle avait touchées, etc. La police renvoie son rapport à l'INAMI et si l'INAMI trouve que c'est vérifié, elle intime à la mutuelle d'aller récupérer à effet rétroactif dans le ménage. Ça se passe hein, aujourd'hui chez nous. Dans des ménages où on vit avec des allocations de 900 euros, hein, de 1000 euros, de 1100 euros, de 1200 euros. Ça se passe. Ce n'est pas de la fiction ce que je raconte. Hein. Ça, on peut ne pas le décider, je veux dire. Alors vous allez me dire, c'est compliqué, c'est politique, c'est le fédéral. Oui, ben d'accord. Ben, d'abord, il y a le vote, hein, ça c'est une chose. Et puis, il y a plein d'autres manières de se battre et de faire valoir, etc. Mais c'est l'INAMI qui traque, c'est le Forum qui traque, c'est le CPS qui traque. Et donc, par tous les bouts, sur ce qui est le plus intime quand même de la vie des gens, j'ai encore le droit de vivre avec dans mon lit, avec qui je veux, comme je veux, j'ai plus envie, j'ai pas envie, il est là, il n'est pas là, je suis tout seul, etc. Eh bien non, non, pas dans ces cas-là. Donc vous avez une quantité de gens aujourd'hui qui nous disent qu'en fait qu'ils gèrent leur vie familiale et affective, non plus en fonction de la réalité familiale et affective, en fonction de l'argent que ça va représenter. Alors, comme déshumanisation et comme objectivation des gens, plutôt que de les considérer comme sujets, c'est maximal. Hein, c'est forcément maximal, c'est terrible, c'est d'une violence intense. Cette question-là, elle revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On ferait sauter le statut cohabitant demain, on arrange une partie des situations, on retire toute une partie de ces contrôles-là, on redonne de la confiance des gens en eux-mêmes, mais aussi confiance dans le système, parce qu'aujourd'hui, un des éléments les pires dans tout ça, c'est évidemment la perte de confiance extrêmement intense que les gens ont dans le système et dans l'organisation de la société. Alors voilà, on est en face de tout ça et on pourrait se dire le tableau est bien noir et on peut en ajouter, on peut en ajouter, on peut en ajouter parce qu'il y en a tout le temps qui tombent. Hein. On en est arrivé au réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Moi, je n'avais jamais pensé qu'on ferait ça un jour, honnêtement, peut-être extrêmement naïvement. D'autant moins, je n'avais jamais imaginé qu'on ferait ça que je fais partie d'une catégorie sociale qui s'est toujours dit il ne faut surtout jamais fréquenter le monde de la justice. Moi, j'ai encore dans l'oreille mes parents qui disaient il ne faut jamais rien avoir à faire avec un avocat, il ne faut jamais aller dans un tribunal, c'est des métiers dangereux. On est petit, on est dans le peuple, on se cache, on se tait et on ne réclame rien. Ce qui est encore le fait de plein de gens hein, aujourd'hui. Les gens en situation de pauvreté qui arrivent au tribunal, en général, c'est qu'ils y sont traînés par des dettes, hein, en général de téléphone, d'électricité, de loyer, des choses comme ça. C'est extrêmement rarement quand ils vont s'y faire défendre de plein droit. Parce que ce n'est pas leur monde, parce qu'ils ont peur de perdre, parce que certains ne savent même pas qu'ils peuvent se faire défendre. Il y en a qui ont fini par oublier qu'ils avaient des droits.
Ils essayent de passer dans la vie comme ça, entre les mailles du filet, etc. Et je ne savais pas qu'au réseau wallon, une des méthodes de travail qu'on allait utiliser de plus en plus, avec d'autres, certainement pas seul, parce qu'on n'est pas assez équipé pour ça, avec d'autres, c'est d'aller en justice contre l'État. Alors, j'allais me dire, heureusement, c'est une démocratie, on a le droit d'aller en justice contre l'État, on peut aller à la Cour constitutionnelle, on peut, etc., etc. Tant mieux, c'est très bien. Mais moi, je suis effarée de voir, ici quelques années, le nombre de dossiers qu'il y a en justice contre l'État de la part de l'associatif, singulièrement par rapport à des droits de base qui affectent les gens. Une quantité incroyable. Alors, c'est toujours un peu des rassemblements et des consortiums d'associatifs avec des avocats engagés, etc. On y est allé avec deux, on est avec plus que ça, mais je peux le dire, on peut dire les autres d'ailleurs. On y est allé avec d'autres pour aller en recours contre le service communautaire. Alors, le service communautaire, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une invention qui était venue du service public fédéral de l'intégration sociale, qui visait à dire que quelqu'un qui obtenait le revenu d'intégration sociale, puisqu'il obtenait un revenu d'intégration sociale, tout compte fait, il pouvait bien faire du travail gratuit pour la collectivité. Et donc, on n'est plus du tout sous la logique du droit à une somme d'argent pour vivre, parce qu'on ne l'obtient plus du travail, de la maladie, etc., etc. On est allé à plusieurs donc, en recours, on a gagné. On a gagné ce recours. C'est une grande victoire, parce qu'il y a aussi pas mal de recours qu'on ne gagne pas, malgré qu'on a raison. Mais on a gagné. Et donc, la Cour constitutionnelle, effectivement, ou le Conseil d'État, je ne sais plus lequel des deux, il faudra m'aider, ça dépend s'il y a des lois. C'est la Cour constitutionnelle, dans ce cas-là. La Cour constitutionnelle a jugé qu'effectivement, on n'avait pas à proposer du travail qui ne soit non rémunéré à des personnes parce qu'elles sont bénéficiaires d'allocations sociales, etc. Mais donc, on doit aller en justice. On a gagné sur un deuxième combat, on est allé en justice. On est allé par rapport à la réforme de l'aide juridique. Alors, il y a encore toute une partie qui est en justice. Mais enfin, il y a une petite part sur laquelle on a gagné. Peut-être vous aviez entendu ça, le ministre de la Justice a pensé à un moment donné, il a été mal informé, que si on faisait payer un peu le prodéo aux pauvres, ils iraient moins souvent en justice parce que finalement, le fait que ce soit gratuit, ils y vont beaucoup et ils abusent. Alors ça, tous les chiffres démontrent le contraire, depuis très longtemps. Ils ne vont pas en justice d'eux-mêmes. Et on sait qui squatte la justice. C'est les gros dossiers quand on a des moyens, etc., etc. C'est pas ça. Et donc, il avait décidé, lui, que le prodéo n'allait plus être gratuit. Qu'il va falloir donner 20 € et puis 10 € par, etc., etc. On est allé en justice, on a gagné. Je dis ça parce que je pense qu'on a des raisons de se battre. Alors, j'espère qu'on ne devra pas toujours aller en justice. J'espère qu'on peut essayer de se fédérer sur d'autres enjeux et d'autres combats que le passage par la justice. Mais on a gagné. Et il y a d'autres combats qui sont en justice. Je pense à un combat particulier qui consiste à réformer, en fait, la législation sur les familles d'accueil, quand un enfant est accueilli en famille d'accueil, parce que dans cette législation, même s'il fallait réformer en partie cette législation, il y a un dérapage très important qui extrêmement rapidement dépossède la famille d'origine de toute une série de décisions par rapport à ses enfants au profit de la famille d'accueil. Mais c'est très rapide dans les temporalités, etc., dans le rythme et tout ça. Or, c'est essentiel de toujours se demander quel est le rôle de la famille d'accueil et de la famille d'origine et qu'elle reste centrale dans l'éducation des enfants. Donc il y a un recours au Conseil d'État pour ça. Et il y en a, et il y en a, et il y en a, et il y en a. Moi, ce qui m'interroge, c'est de me dire, tiens, quand dans une société, la relation à son État finit par passer par la justice, est-ce que ça veut dire que les espaces de dialogue et de concertation sont réduits à peau de chagrin et à portions congrues? Est-ce que ça veut dire qu'éventuellement, les élus qui prennent le pouvoir ressentent la délégation à un point tel qu'ils estiment ne plus devoir regarder comment le peuple vit? Moi, il me semble qu'une démocratie, c'est un État qui adapte et qui entend comment sa population vit pour se poser la question
des réformes qu'elle peut mettre en place. Quand on dit que le statut cohabitant n'est plus adéquat, mais au lieu de continuer à dire que c'est de la fraude sociale, on pourrait estimer de dire que l'État est complètement défaillant par rapport aux revenus qu'il attribue à ces gens-là et à cette conception du statut cohabitant. Et pas c'est les gens qui sont des tricheurs parce qu'ils essayent de s'en tirer comme ils peuvent. Ça, c'est aussi une inversion de pensée qu'on peut travailler. Ça me paraît important d'essayer de démonter chaque fois ces mécanismes-là. Alors, je terminerai en disant ceci, parce qu'on est effectivement dans un cadre universitaire, de façon un peu provocante. Tu disais, l'université, qu'est-ce que ça vient faire dans l'université qui a l'air tellement éloigné de ça? Et c'est vrai qu'on peut se dire, tiens, l'université elle-même, elle est en grande partie reproductrice des inégalités. L'université elle-même, dans sa manière dont elle est organisée, fait que pour majorité, et heureusement il y a des exceptions, mais pour majorité, ce sont des jeunes de certaines catégories sociales, outillés, aisés, qui vont aller jusqu'à l'université. Quand on voit aujourd'hui, par les chiffres, je ne les sais plus, mais une régression même de l'arrivée à l'université de jeunes du monde populaire, du monde migrant, du monde de la pauvreté. Une régression. C'est terrible parce que les chiffres ne sont déjà pas hauts. Je ne sais plus les dire maintenant, mais ils sont déjà très bas. Aujourd'hui, on voit un recul. Donc, effectivement, il y a des questions qui se posent là. Alors, pas du tout, à mon avis, elles ne se posent pas dans le sens où le Graal dans la vie, c'est d'arriver à l'université. À mon avis, le Graal dans la vie, c'est que chacun arrive là où le rêve qui le porte l'animera le plus, en fonction des valeurs, des convictions, des souhaits, des désirs qu'il a. Et pour ça, il faut arriver évidemment à mettre aussi, j'ai envie de dire, d'une certaine façon, à égalité l'ensemble des fonctions d'une société, l'ensemble des formations d'une société, sans avoir une gradation d'importance par rapport à la durée des études, au niveau du diplôme, etc., etc. Comment est-ce qu'on se dit que tous les emplois de la petite enfance, par exemple, sont largement aussi importants que les emplois des chercheurs, que les emplois des grands économistes, que les emplois des profs d'UNIF? On est dans une société, on ne se dit pas ça. Je pense qu'on est encore dans une société, même un peu de relégation par rapport à qui on envoie vers ces métiers-là. Je discutais de ça avec, enfin c'est pas cet après-midi, mais c'était le jour avant. Je disais que j'espère que ça a changé, mais je n'en sais rien. J'ai un an été donné un peu cours dans la région de Marchand-Famenne, mais je ne suis pas faite pour ça, donc j'ai abandonné tout de suite. Mais j'ai eu l'occasion de participer à quelques conseils de classe. Et j'ai été effarée d'entendre que dans les conseils de classe en technique de qualification, il y avait un certain nombre de profs qui disaient de certains, c'était des filles, de certaines étudiantes, elle n'est pas trop maligne, disons-lui de faire institutrice maternelle, elle réussira toujours. Mais je pense que ce que je dis, c'est pas rare, hein, c'est assez banal. Ça dit quelque chose de la fonction, de l'importance qu'on lui accorde, de comment on considère la jeune fille, évidemment, qu'on a en face de soi, dont on dit ça, etc. Or, quand on sait que dans le métier d'institutrice maternelle, et je le mets en rapport avec l'université de façon un peu choquante, je vais aller jusqu'au bout, quand on sait que l'enseignante maternelle, elle va avoir 15, 20, 25 petits bouts devant elle, qui vont accrocher à l'école pour la première fois, que sur le temps de trajet avant d'entrer en primaire, c'est elle en fait qui va leur apprendre la vie de groupe, la sociabilité, le rapport aux différences, le travail ensemble, l'intérêt pour la découverte de ce qu'ils vont voir devant eux, les échanges avec les enfants, mais tout en devant aussi s'occuper du fait qu'il ne faut pas qu'ils perdent les moufles qu'ils mettent dans les poches. Il faudra trouver les bottes quand il y aura eu des bonhommes de neige et qu'on aurait été les faire, et que dans certaines familles, avoir perdu les bottes, c'est un drame, parce que peut-être la famille aurait été acheter des bottes parce qu'il voulait que son enfant soit comme tout le monde. C'est elle qui va devoir faire ça. C'est elle qui va devoir expliquer aux mamans, vous pouvez vous éloigner, l'autre est de pleurer, mais ça va aller, etc. etc. Donc, c'est des... Je dis elle, il y a un peu d'hommes, hein, mais je vais continuer à dire elle parce que c'est quand même massif. Ça dit aussi quelque chose d'une société. C'est elles qui vont faire tout ça. Et en fait, la considération qu'il y a de ces personnes, de ce métier, de la fonction qu'elles représentent dans la société, elle est quand même proportionnellement inversée par rapport à la responsabilité qu'elles ont.
Et il a fallu combien de temps, mais on y est arrivé, pour que la Fédération Wallonie-Bruxelles commence à intégrer qu'il fallait renforcer l'enseignement maternel, mettre d'autres professionnels en complément pour que l'enseignante n'ait pas tout sur le dos, qu'on doive reconsidérer éventuellement le salaire, etc., etc. On commence à entrer dedans. Ça fait des années. Et donc, parfois, je dis de façon plus provocante, je trouve que l'enseignante maternelle devrait avoir le salaire du prof de NIF et inversement. Parce que le prof de NIF, il reçoit ceux qui arrivent, il reçoit les élus. je mets des guillemets, hein, mais enfin, il reçoit ceux qui... Voilà. Et puis, ma foi, parmi les élus, il va y avoir des échecs et tout ça, mais enfin, bon, le prof de NIF, il va avancer avec ceux qui réussissent. Hein. Et il a peut-être encore des assistants, il a peut-être encore... Allez, je charrie, je n'en sais rien, et je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué dans les universités, que les budgets sont compliqués, tout ça. Non, mais je veux juste dire, par contre, qu'il y a... Dans la réduction des inégalités, il faut faire un travail là-dessus aussi, sur toutes ces représentations-là, parce que c'est ça qui va cultiver dans la tête de tout le monde le fait de provoquer un changement de société. C'est la reconnaissance de ces différentes fonctions-là. Parlons des aides familiales, par exemple, ou des aidants familiaux, mais enfin des aides familiales majoritairement quand même encore, des femmes, hein, qui vont à domicile. Qui est-ce qui a des voitures de nos sociétés, dans notre société en général? Ce n'est pas les aides familiales, hein, sauf éventuellement quand elles sont dans des services très organisés. Mais en majorité, elles doivent avoir leur voiture privée. Hein. Mais la voiture de société, c'est une rémunération supplémentaire qui est donnée plutôt dans le niveau des cadres, etc. etc. Est-ce que ce n'est pas les aides familiales qui font des kilomètres tous les jours en quantité sur la neige, sur le verglas, dans la pluie, dans les grenailles, au fond d'un bois éventuellement, hein, qui vont dans des campings, etc., etc., qui devraient peut-être avoir des voitures de société pour au minimum arrondir leur fin de mois, mais aussi pour reconnaître que dans leur cas, la mobilité, c'est la nécessité pour l'emploi, c'est la nécessité pour celui qui reçoit le service. Mais on ne pense pas de cette façon-là. Hein. On inverse de nouveau les données et on voit en fait la voiture de société comme un complément de salaire. Alors parfois, il y a des voitures de société qui sont nécessaires, on est d'accord, mais enfin, en masse, les voitures de société sont un complément de salaire accordé à des gens qui ont déjà un salaire, et tant mieux pour eux, hein, de l'aisance. Moi, je ne suis pas du tout parmi les gens qui disent qu'on doit sortir de la pauvreté en appauvrissant la catégorie qui est bien, qui vit bien. Je trouve que sortir de la pauvreté, c'est autoriser tout le monde à vivre bien. Alors, tout le monde à vivre bien dans le respect de l'environnement, de la planète, etc., etc. Mais ça, c'est l'affaire de tout le monde, hein, pas que des pauvres. Et je le redis, je trouve que c'est les aisés qui doivent montrer le chemin et prendre le plus de risques par rapport à ça, parce qu'ils ont des filets de sécurité derrière eux pour pouvoir se rattraper si jamais ils se plantent. Tandis que quand on est dans la pauvreté, on n'a pas beaucoup de filets de sécurité. Si on se plante, on tombe un peu plus bas. Donc, je pense qu'on peut avoir des pensées, des inversions comme ça. Et par rapport à l'université, on doit se demander le coût de l'université. Alors, je sais que les institutions, c'est compliqué et qu'il y a certainement un combat à mener par rapport au financement, etc. Mais on le voit bien, aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de financer des études à l'université. Il y a de plus en plus de jeunes qui bénéficient de revenus d'intégration sociale, mais pour une partie d'entre eux, ça ne suffit pas. On va travailler en plus. On sait que l'échec de jeunes qui vont travailler en même temps que l'université est plus élevé, évidemment, parce que tous les parents aisés qui mettent leurs enfants à l'université sont contents si leur jeune va travailler en juillet ou s'ils n'ont pas d'examen, etc. Mais sinon, pendant l'année, la plupart, ils ne voudraient jamais qu'ils aillent travailler. Hein, ils les mettent dans un confort. Pendant la période d'examen, on fait des petits plats cuisinés, on remet des tupperwares, Je suppose que ça existe toujours, tout ça. Parce qu'on a l'environnement favorable, et tant mieux, hein, et tant mieux. Mais je veux dire, celui qui doit aller travailler, aller s'expliquer au CPS, parce que le CPS, c'est variable par rapport aux revenus d'intégration sociale. Certains vont demander à l'étudiant qui bénéficie du risque de venir tout le temps prouver qu'il étudie bien, qu'il est bien là, qu'il est, etc., etc. Certains CPS ne vont accepter aucun échec, d'autres vont accepter. La réforme là, qui fait que ça fonctionne par, je ne sais plus comment, unité, là, ou comment est-ce que vous dites enfin, qui fait, par crédit, qui fait que ça peut s'allonger en accordéon. Mais par exemple, cette réforme-là, elle a un impact sur la réflexion des CPS sur l'aide sociale pour des étudiants. Moi, j'ai déjà entendu au moins 2 présidents de CPS qui disaient nous, on aidait toujours le plus possible les étudiants pour faire des études, mais maintenant, avec ce système de crédit, on ne sait pas pour combien d'années on s'engage, et donc on réfléchit. Donc, il y a des liens entre toutes ces choses-là, dans les choix qui sont faits, et qui vont avoir un impact plus ou moins important ou pas pour d'autres.
Voilà, et donc je pense qu'il y a des choses à faire partout. Je trouve, moi personnellement, je rêverais, mais peut-être que vous allez me dire que ça se fait, parce que finalement, j'en sais rien. Je ne suis pas allée à l'université, moi, donc j'en sais rien. Mais il me semble que dans toutes les formations, que ce soit à l'université ou pas d'ailleurs, mais parlons de l'université aujourd'hui, puisque c'est à partir de là que je suis invitée, il me semble que ça serait intéressant que dans toutes les formations, il y ait, compte tenu de l'évolution de la société aujourd'hui, à la fois des choses liées à l'environnement, mais ça, c'est pas mon objet, mais enfin, par contre, les objectifs du développement, bien, mais aussi qu'il y ait quelque chose lié à la réduction des inégalités et la compréhension historique et sociopolitique de la réalité de la pauvreté. Pour en avoir une compréhension systémique, institutionnelle et politique. Parce que je pense qu'on fasse les études d'architectes, de vétérinaires, de médecins, de philosophie, de romane, n'importe, on devrait être en capacité, à travers le métier qu'on va exercer, de pouvoir l'exercer avec tout le monde. Et donc, pour pouvoir l'exercer avec tout le monde, on doit comprendre. Et je trouve qu'on est dans une époque, mais ça, c'est une orientation personnelle, où il faut choisir son camp. Et donc, moi, je voudrais qu'il y ait un maximum de gens qui choisissent le camp de la réduction des inégalités. Je pense que ne pas choisir celui-là aujourd'hui, ne pas tout faire, en tout cas pour peser sur celui-là, pour influencer celui-là, pour se demander comment on peut le mettre en œuvre à l'endroit où on est, c'est laisser filer ce qui se passe aujourd'hui, l'enrichissement, toujours des mêmes, au détriment des autres. Parce que le fond du problème, il est quand même là. C'est la possession des richesses intellectuelles, matérielles, patrimoniales, financières, etc., complètement disproportionnées. Dans tous les pays du monde, c'est en train d'exploser. Pour ceux qui connaissent et qui ont lu le bouquin de Richard Wilkinson, Piketty, oui, celui-là c'est Wilkinson, mais enfin, je travaille, qui a un bouquin qui dit « L'égalité est meilleure pour tous ». Ben ça, c'est des chercheurs. Alors moi, je les lis et en toute humilité, j'essaye de comprendre. Et celui-là, en plus, il n'est pas difficile à comprendre, donc ça a été. Et donc, qu'est-ce qu'il a étudié, Wilkinson? Avec son équipe, ils ont été voir, à travers le monde, ils ont étudié les chiffres sur la santé, sur des indicateurs de santé. Et ils ont pu constater que par rapport à tous les indicateurs de santé, les pays où les revenus sont les plus égalitaires, donc où il y a le moins d'écart entre le bas et le haut revenu, les indicateurs de santé sont meilleurs pour tout le monde, du plus riche au plus pauvre. Donc, si les revenus sont les moins éloignés l'un de l'autre. Donc, ils ont étudié la mortalité infantile, l'obésité, donc tous ces chiffres-là, donc des choses objectives, concrètes, chiffrées, etc., à travers le monde, sur plusieurs continents. Dans tous les pays où les écarts de revenus sont importants, l'état de santé est moins bon pour tout le monde, y compris pour les gens plus aisés. Donc, à un moment donné, se dire qu'il faut investir dans la réduction des inégalités, c'est vouloir éradiquer la pauvreté, mais c'est aussi recréer de l'équilibre et essayer qu'une société se développe dans une harmonie qui offrira du potentiel créateur à tout le monde. Ça me paraît vraiment important. J'ai l'impression que si, en Wallonie, de façon déterminée, on ne prend pas une orientation comme ça, on risque de créer de plus en plus des couloirs séparés. Le couloir grossissant des appauvris, là, qui vont aller dans ces couloirs parallèles, contrôlés, etc., avec toujours moins de vie privée. Et puis le couloir de ceux qui vont avoir accès à tout, parce que, dans le fond, on est dans une société aujourd'hui extrêmement inquiétante au plan environnemental et de l'appauvrissement. Mais pour ceux qui ne sont pas touchés par ça ou qui ne se sentent pas concernés par ça, on est dans une société extraordinaire. On peut tout faire aujourd'hui, si on est à l'aise et si on dispose des moyens. On peut voyager comme on veut, que ce soit par l'ordinateur, Internet ou directement dans les avions en polluant bien fort, mais bon, on peut le faire. On peut bénéficier d'installations chez soi, on aura des petits boutons poussoirs pour contrôler ce qu'on contrôle, ce qu'on consomme d'énergie, d'eau, pour mettre chauffer le poulet avant de rentrer, et tout ce qu'on veut. On peut... Enfin, on a tout. Il y a vraiment une quantité de choses à l'aise. Donc, comment est-ce qu'on fait pour réduire tout ça? Ben voilà,
petite contribution d'aujourd'hui soir pour réfléchir ensemble. Et moi, je ne prétends pas avoir la réponse, mais je suis convaincue qu'on doit choisir son camp. Et ça, pour moi, ça c'est déterminé, c'est pas un choix. Et je trouve que tout le monde doit choisir son camp partout. Et qu'il faut essayer que le plus de gens possible choisissent le camp de la réduction des inégalités. Et donc, il faut convaincre, y aller de conviction, avoir envie d'emballer les gens, créer un rapport de force. Voilà. C'est une forme de guerre, hein, mais moi, je souhaite qu'elle soit pacifique. Mais pour qu'elle reste pacifique, dépêchons-nous à investir dans ce sens-là, me semble-t-il. Voilà. Ah oui. Je suis rappelée à l'ordre par Olivier, et il a raison. Olivier me montrait l'affiche de la Journée mondiale de lutte contre la pauvreté. Ce qui serait vraiment super à la Journée mondiale de lutte contre la pauvreté, c'est qu'à la manifestation qui a lieu à 13h, on ne soit pas que des pauvres ensemble. Parce qu'alors elle est ratée, la manifestation. Ce qui est vraiment important, c'est que ceux qui ne sont pas touchés par la pauvreté, mais qui sont convaincus qu'il faut lancer un message pour dire que c'est ensemble qu'il faut le faire, il faut venir. Ce n'est pas pour faire du racolage, pour que le réseau Wallon puisse dire il y avait 1000 ou 1500 ou 2000 ou 5000, hein, on ne les aura pas, mais on aimerait bien. C'est parce que c'est par ces rencontres, comment est-ce que je vais dire, atypiques en quelque sorte, ce mélange surprenant qu'on peut secouer les choses. Donc voilà, c'est vraiment une invitation lancée, c'est mercredi à 13h à Namur. Je suis sûre que, comme moi, vous avez un agenda blindé, mais on sait toujours changer son agenda. Donc, cherchez à le faire et venez nous rejoindre à Namur le mercredi à 13h. Place de la Wallonie pour changer la Wallonie, pour que les inégalités disparaissent en Wallonie.